En bref, aujourd'hui, on va faire le topo sur 3 dictateurs. 3 mecs dont on parle peu ou pas assez souvent. Quoique. Mais dont on devrait essayer de se rappeler pour ce qu'ils sont. Pas des fous ni des psychopathes. Juste des mecs avec trop de pouvoir. Enfin bref. En premier, on va parler de Charles Taylor. Ça fait un peu nom d'auteur britannique du début du XXe siècle. Mais pas du tout. Non, le Charles Taylor dont on parle aujourd'hui était le président du Liberia de 1997 à 2003. Déjà, pour mieux comprendre la situation, on va prendre une minute pour parler du Liberia. Le Liberia, c'est un pays d'Afrique occidentale situé entre le Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Pour faire simple, avant 1820, il n'y avait pas grand-chose sur place à part des comptoirs commerciaux néerlandais et britanniques. En 1817, l'American Colonization Company est créée afin de permettre aux victimes de la traite négrière de retourner s'installer en Afrique. En 1820, donc, le premier bateau en provenance des États-Unis débarque. Les mecs galèrent de fou, il y en a plein qui meurent de malaria et d'autres trucs dans le genre, mais l'initiative est lancée. Ça restera quand même une colonie américaine jusqu'à 1847. À partir de là, le pays va avoir un développement mitigé. Les habitants originaux, ceux qui étaient là avant l'arrivée des esclaves libérés des États-Unis, sont souvent marginalisés au profit des Afro-Américains, et ça va durer comme ça jusqu'au 12 avril 1980, moment où Samuel Doe, un autochtone, les mecs qui étaient là avant donc, prend le pouvoir et met en place une dictature, et c'est là que notre Charles rentre dans le game. Né en 1948 d'un père américain et d'une mère libérienne, il est envoyé aux États-Unis faire ses études, puis revient en 1979 pour être mis à la tête du département responsable des achats au gouvernement. En 1980, on a notre coup d'état, et en 83, Charles est accusé d'avoir détourné plus de 900 000 $. Bon, déjà de base, être accusé de détournement de fonds dans une dictature, c'est jamais très bon pour soi, mais en plus, Taylor représente tout ce que le parti de Doe déteste. Fils d'américain, ayant fait ses études aux States, placé au gouvernement par piston. Du coup, il se retrouve obligé de fuir aux États-Unis. Un mandat d'arrêt international était mis pour sa pomme, et il se retrouve incarcéré dans le Massachusetts. Aucun intérêt à le préciser, mais c'est quand même rigolo, Massachusetts. Mais Charles est chaud, il a pas du tout l'intention de se laisser faire. Du coup, en 1985, il s'évade et retourne en Afrique pour préparer son comeback. Des sources disent qu'il aurait pu être aidé par le gouvernement américain pour remettre la main sur la région. Enfin, des sources quoi. Toujours est-il qu'il rejoint le Front National Patriotique du Liberia, dont il prend la tête, et en 1989, il va attaquer un poste frontière depuis la Côte d'Ivoire. C'est le début de la guerre civile, qui va durer 8 ans et faire plus de 150 000 morts, jusqu'à ce qu'il soit élu président en 1997, mais ça va rien améliorer du tout en fait. Bon, on a déjà vu tout ça dans la vidéo sur le Sierra Leone, l'enrôlement d'enfants soldats, le trafic de diamants pour s'autofinancer, l'exécution gratos d'opposants, tout ça, c'était son genre de bail. D'ailleurs, il a pas mal contribué à garder le Sierra Leone dans la mouise en leur fournissant des armes contre des diamants. Et c'est finalement en 2003, assiégé par les Libériens unis pour la reconstruction et le développement, eux-mêmes armés par les États-Unis, qu'il quitte le pouvoir et fuit le pays en 2006, où il va être arrêté et condamné à 50 ans de prison par le tribunal international, attention, uniquement pour avoir aidé à foutre le sbeul en Sierra Leone, rien d'autre. Pour vous donner une idée du bonhomme, il a pas mal inspiré le personnage d'André Baptiste dans L'Or de Foire, un film sur le trafic d'armes, avec Nicolas Cage. D'ailleurs, si vous avez un film à voir avec Nicolas Cage, c'est celui-là. Et Les Ailes de l'Enfer, bien évidemment. On va parler de notre bro numéro 2 maintenant. Le bon vieux roi Léopold II de Belgique. Roi aimé de tous, il construit tellement de trucs BG qu'on le surnomme le roi bâtisseur. Il met en place l'éducation gratuite et obligatoire, autorise les ouvriers à se réunir en syndicat, interdit le travail pour les enfants de moins de 12 ans, et instaure le vote au suffrage universel. Seulement pour les hommes, faut pas déconner non plus. Bref, le mec a un CV long comme un tronc, et a tout pour être élu personnalité préférée des Belges 1902 selon un sondage IFAP. Mais en fait non. Un peu de contexte. Léopold II est posé sur le trône 30 ans à peine après l'indépendance de la Belgique, qui est encore un tout petit truc entre les Pays-Bas et la France, qui a encore à faire ses preuves économiquement et politiquement. Et Léo, il veut qu'elle fasse ses preuves, et pour lui, ça doit passer par la colonisation. Pour être un grand pays, la Belgique doit faire comme les grands, avoir ses propres colonies, et en exploiter les locaux pour faire des thunes. Non, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Il va essayer de récupérer des lopins de terre dans les Philippines, mais ça va pas du tout marcher pour lui, du coup, il va se tourner vers l'Afrique. À l'époque, la plupart des territoires occupés sont sur les côtes, mais lui va profiter de missions d'explorateurs comme Henry Morton Stanley pour réclamer des bouts de terre à l'intérieur du continent qui appartiennent à personne. Bon, à part les gars qui vivaient déjà là, mais c'est accessoire ça. Et pour légaliser le tout, ils font la Société Africaine Internationale, qui va réclamer tout le territoire du Congo en son nom. Léo se retrouve donc avec un état 76 fois plus grand que la Belgique, rien que pour lui. Les autres états lui reconnaissent sa possession, personne lui a rien dit, il s'en est sorti avec une disquette du genre « Oui, oh là là, on vient les protéger contre les esclavagistes arabes, on leur apporte le christianisme et le capitalisme, voyons. » Dans un premier temps, l'argent commence à rentrer avec le commerce d'ivoire, mais on trouve très rapidement une utilité à un truc qu'il y a partout au Congo, le caoutchouc. Et à partir de là, c'est la folie de l'or qui colle. L'or blanc, c'était déjà pris pour l'ivoire en fait, j'avais pas d'autre idée. Léo va tout mettre en place pour rentabiliser cette nouvelle découverte, et à partir de là, c'est la merde. Le pays va être géré par les forces publiques, une armée privée, ironique chargée de maintenir l'ordre et s'assurer que tout le monde fait bien son travail.
Alors, quand les demandes ne sont pas atteintes, les locaux sont souvent exécutés, pour être sûr que les gars qui viennent après feront mieux leur taf. Le truc, c'est que pas mal de monde passe par là et les gens commencent à se rendre compte que c'est chaud. Léo essaye de limiter l'accès à son jardin privé, mais à force de retours chelous, les Britanniques finissent par dépêcher sur place une mission d'observation, qui constate que c'est effectivement le sbeuleur. Et là, c'est l'indignation générale, tout le monde trouve ça inadmissible. Et Léo, il est obligé de céder son joujou à la Belgique, qui en fera une colonie jusqu'en 1960. Ah, parce que c'était son joujou à lui, ça appartenait pas à la Belgique, ça lui appartenait à lui, personnellement, le Congo. Le bilan de tout ça ? Environ 10 millions de morts, pas confirmé. Soit autant, voire plus que durant l'Holocauste 40 ans plus tard. Après, les pratiques utilisées étaient les mêmes que dans les autres pays colonisateurs. C'est juste qu'au final, Léo s'est fait pincer et il s'est fait taper sur les doigts, très légèrement. Et on est vite passé à autre chose, histoire qu'on n'avait pas trop fouillé chez les voisins. Enfin bref, numéro 3. Donc on va finir en parlant de mon gars sûr, le champion des champions, notre héros national. Mais il se moque de nous, tout le monde connaît Napoléon, puis c'est un empereur, c'est pas un dictateur, c'est pas pareil. Je vais arrêter de faire cette voix parce que ça me saoule tout seul en fait. Bon, déjà, c'est pas toi qui choisis. Ensuite, c'est quoi la définition d'un dictateur concrètement? Selon Larousse, un dictateur est une personne qui, à la tête d'un État, détient tous les pouvoirs, les exerçant sans contrôle et de manière autoritaire. Est-ce que c'est le cas pour notre gars Napo? De ouf, ouais. Ce qui est marrant, c'est que dans le monde entier, on le considère volontiers comme un dictateur, alors qu'en France, ça reste l'empereur, celui qui a donné ses plus grandes heures de gloire au pays. Le mec est responsable de milliers de morts un peu partout en Europe. Bon, ok, c'est le cas d'un peu tous les autres chefs d'État à l'époque, mais faut aussi lui accorder qu'il a réussi un truc. Après presque 2 millénaires de bordel, unir quasiment tous les chefs d'État européens dans un seul but, lui, latter la gueule, dire à quel point c'était chaud. Alors de base, Napoléon arrive au pouvoir par un coup d'État, 10 ans après la Révolution qui était censée mettre un terme à l'autorité d'un seul homme sur toute la nation. Puis il se nomme consul pour 10 ans, pour au final être élu empereur des Français à 99% des voix. Beau gosse le gars. À partir de là, il va aller de campagne militaire en campagne militaire pour conquérir l'Europe, comme César avant lui. En 1802, il rétablit l'esclavage pour couper dans les dépenses et financer ses batailles, et il possède aussi un des pires bilans humains pour un dirigeant avant la Première Guerre mondiale, avec près de 3,5 millions de personnes, civiles et militaires, mortes juste pour son ego. Et pourquoi tout le monde le kiffe encore aujourd'hui, voire le prend même encore comme exemple? Comme je viens de le dire, son ego. Comme beaucoup de dictateurs avant et après lui, le mec a mis en place un culte de la personnalité assez poussé. Il y a qu'à voir toutes les peintures assez ouf qu'on a de lui qui finissent dans les livres d'histoire comme de simples illustrations. Entre les peintures officielles et le contrôle de la presse, le mec gère son image publique de A à Z. Sans oublier que le gars a fait venir le pape à Paris pour son couronnement, pour au final lui prendre la couronne des mains et se la poser tout seul sur la tête. C'est comme un roi, mais sans le respect. Et preuve que ça marche, la France est encore énormément attachée à lui, il y a qu'à voir tout le ramdam que ça a été quand Bruxelles a voulu éditer une pièce commémorative de la bataille de Waterloo. Bah, la pièce est jamais sortie d'ailleurs, c'est bon les gars, on en a perdu d'autres des batailles. Puis ça nous empêche pas d'avoir une guerre d'Austerlitz pépouze à Paris, on parle certes d'un autre temps, mais pour avancer on devrait peut-être commencer à arrêter d'idolâtrer des types qu'on considérait comme des monstres aujourd'hui. Pour citer le Télégraphe, on peut être ébahi par leur brillance et l'incommensurable échelle de leur ambition, mais on devrait aussi être reconnaissant de vivre dans un monde qui n'autorise plus ce genre de personnes à dominer et mobiliser des sociétés tout entières. Comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Charles Taylor, bon, on sait qu'il est pas gentil, Léopold II, bon, c'est un peu mitigé, et Napoléon, on est toujours en kiff total sur lui. L'histoire n'est pas objective, elle est écrite par les hommes, et c'est bien les derniers à être fiables quand il s'agit de raconter des faits de manière sobre et fidèle. Y a qu'à voir les récits antiques ou médiévaux. On adore les trucs abusés. Enfin bref. Alors partez pas tout de suite, j'ai encore besoin de vous 2 secondes. Juste pour vous dire que ça fait 2 ans en fait depuis la première vidéo, et que en 2 ans, c'est devenu mon activité principale. Alors ça rapporte que dalle, on croyait pas qu'on deviendrait riche en faisant ça, mais justement, il y a un peu plus d'1 an, j'avais annoncé la création d'un Tipeee, pour au final plus jamais en parler. Et du coup je me suis dit que ces 2 ans, c'était une bonne occasion pour le remettre en avant. Alors attention, je vous demande pas de payer mes factures ou des kebabs, mais juste filer un petit coup de pouce, ça permet d'avoir plus de moyens pour la chaîne, et aussi plus de temps pour faire quelque chose de plus grand avec tout ça, et surtout avec vous. Vous avez qu'à jeter un coup d'œil à la première vidéo de la chaîne et la comparer à celle-là. Vous vous rendrez compte qu'on en a fait du chemin, et le but, ça va être de continuer de vous proposer du contenu de plus en plus cool, enfin, je l'espère du moins. Du coup, je vous laisse le lien du Tipeee quelque part par là. Vous en faites ce que vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine.